Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Nous allons voir comment y penser, comment le reconnaître et quels en sont les traitements. Quelques chiffres. Ce syndrome touche 1,5 million de Français, mais probablement est très sous-diagnostiqué. Les hommes sont 2 à 4 fois plus touchés que les femmes avant 60 ans, mais après 60 ans, la répartition est identique chez les hommes et les femmes. La fréquence augmente fortement avec l'âge. Il s'agira donc d'un arrêt ponctuel du flux respiratoire de plus de 5 apnées ou hypopnées par heure de sommeil associés à d'autres signes. Vous avez ici le schéma d'une respiration normale, le schéma d'une apnée, vous voyez une pause respiratoire complète, et le schéma d'une hypopnée où l'air passe mais en petite quantité. Quels vont être les signes d'appel qui vont nous faire suspecter un syndrome d'apnée du sommeil? Eh bien, tout d'abord la nuit, il s'agira de ronflements sévères et quotidiens. Une sensation d'étouffement, de manque d'air pendant le sommeil, avec un sommeil très agité, des personnes qui se lèvent le matin avec un lit sans dessus-dessous. Des éveils répétés pendant la nuit. Également, on constate une nicturie, c'est-à-dire un besoin impérieux de se lever pour uriner au cours de la nuit. Et lorsqu'il y a un entourage, celui-ci rapporte des pauses respiratoires, des apnées. Les répercussions seront très sensibles la journée. En effet, le principal signe d'appel sera la somnolence diurne. Quelqu'un qui va s'endormir en dehors de l'horaire de la sieste, dans n'importe quelle situation. Également seront retrouvés une fatigue, des manques de concentration, des céphalées au matin et un sommeil qui est bien jugé non réparateur. Nous retrouverons également associés très souvent une tension difficile à équilibrer et des troubles du rythme cardiaque. À quoi peut être due une somnolence excessive dans la journée, qui est le principal signe d'appel du syndrome? Cette somnolence excessive se définit par l'envie de dormir en dehors des horaires habituels. Elle va avoir pour conséquence des risques augmentés d'accidents, que ce soit d'accidents domestiques ou d'accidents de la circulation, et des altérations du fonctionnement cérébral avec une baisse des performances. La principale cause est le syndrome d'apnée du sommeil. On peut également retrouver comme cause de somnolence une dépression, une dette de sommeil qui nécessitera de revoir son hygiène de sommeil ou un problème de santé, le syndrome des jambes sans repos, des effets secondaires de certains médicaments, certaines pathologies qui peuvent entraîner une insomnie. L'origine du syndrome d'apnée obstructive du sommeil est double. Il existe une origine centrale liée à un défaut de la commande nerveuse des muscles respiratoires, également associée à une obstruction par un affaissement des muscles du voile de l'oropharynx lié à un blocage de l'air. En fonction du nombre et de la durée des apnées, on va pouvoir proposer un traitement. Quels en sont les mécanismes? Vous constaterez sur le schéma de gauche un passage d'air normal au niveau de l'oropharynx. En cas d'apnée, l'air va être bloqué par l'affaissement des muscles de l'oropharynx. À la reprise de la respiration, on va pouvoir constater un grand ronflement au moment où l'air passe. Ce ronflement, ce bruit dû aux vibrations, n'est pas grave en soi, sauf s'il est associé à un syndrome d'apnée du sommeil. Tous les apnéiques, quasiment tous, ronflent. Heureusement, tous les ronfleurs ne sont pas apnéiques. Le bruit est dû aux vibrations des tissus mous du palais et de la luette au moment du passage de l'air, comme une voile d'un bateau qui va claquer au vent. Ce bruit va se manifester à l'inspiration lors de la reprise de la respiration. Quelles en sont les causes? Le surpoids est un élément majeur. Le relâchement des tissus lié à l'âge. La prise d'alcool ou de tranquillisants. Il faudra donc éviter un repas trop riche le soir et l'alcool le soir. Il faudra évidemment éviter les tranquillisants en cas d'apnée du sommeil, puisque les molécules tranquillisantes sont myorelaxantes et elles vont accentuer le relâchement des muscles de l'oropharynx. On pourra également avoir des amygdales trop volumineuses ou des polypes des voies nasales. Également, en cas de rhume ou de rhinite allergique, d'obstruction nasale, les ronflements vont se manifester. Sur cet enregistrement du sommeil, vous constaterez en bleu un sommeil normal, avec des phases de sommeil profond en début de nuit et un peu moins en fin de nuit, et puis en rouge le tracé d'une personne qui fait des apnées. Et vous constaterez que cette personne fait très rarement des passages en sommeil profond, d'où un sommeil non réparateur. Les conséquences de l'apnée sont graves. Une apnée peut durer plus d'1 minute et peut se reproduire plusieurs centaines de fois par nuit.
Ces apnées vont donc induire un stress cardio-respiratoire avec une baisse de taux d'oxygène dans le sang, une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, un sommeil qui sera non réparateur puisque à chaque reprise respiratoire, on va pouvoir constater un micro-éveil qui ne permet pas au patient de redescendre en sommeil profond. Les complications à long terme, eh bien, l'apnée du sommeil est la première cause d'accident mortel sur autoroute par endormissement. Ces apnées vont donc multiplier par 7 le risque d'accident de la route, par 3 le risque d'accident cardiovasculaire, par 5 les coronaropathies, par 2 les troubles du rythme cardiaque, par 3 les décès par insuffisance cardiaque, et on va pouvoir également constater une insulinorésistance. Quelles sont les causes et les facteurs favorisant le syndrome d'apnée obstructive du sommeil? En premier lieu, la surcharge pondérale, l'âge également. Avant 60 ans, le sexe masculin est plus spécifiquement atteint. La forme du visage, des amygdales volumineuses, des rhinites et des rhinopharyngites, et certains médicaments, comme nous l'avons évoqué, les psychotropes et l'alcool. Attention cependant à ne pas s'arrêter au tableau clinique classique d'un homme en surcharge pondérale. Des femmes, toutes menues, peuvent également présenter des syndromes d'apnée obstructive du sommeil. Quelle va être la définition médicale du syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Eh bien, celui-ci va être défini par un critère polysomnographique avec un index d'apnée-hypopnée, appelé aussi IAH, supérieur ou égal à 5 par heure de sommeil, associé soit à une somnolence diurne, excessive, qui n'est pas expliquée par d'autres causes, ou bien 2 des critères suivants, non expliqués par d'autres facteurs: un ronflement sévère et quotidien, des sensations d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil, un sommeil jugé non réparateur, des éveils très fréquents, une fatigue dans la journée, des difficultés de concentration et une nicturie. Quelles sont les conséquences de ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Dans un premier temps, ce sont des causes cardiovasculaires, une hypertension, des troubles du rythme, possibilité également de voir des infarctus et un risque majoré d'AVC. Conséquences métaboliques, une prise de poids, une inversion du rythme de sécrétion des urines, une résistance à l'insuline, des troubles métaboliques et possiblement des troubles sexuels. Un état de forme qui va être altéré avec des épisodes de somnolence, de la fatigue, des maux de tête, une baisse de la vigilance, possibilité d'accident. Et en termes de comportement, ce sera des personnes qui vont être plus irritables, qui vont avoir du mal à se concentrer, qui vont présenter des troubles de la mémoire, voire à l'extrême une dépression. Quelles vont être les possibilités de dépistage de ce syndrome? Eh bien, tout d'abord, il s'agira de renseigner un agenda du sommeil qui va permettre de constater le moment des éveils, le moment des besoins de sieste, les moments de somnolence diurne. Toutes les informations relatives à votre sommeil seront relevées sur 24 heures pendant une dizaine de jours. Des questionnaires d'évaluation vont également permettre, pour le questionnaire d'Epworth, de mieux quantifier la somnolence diurne, et pour le questionnaire de Berlin, de mieux identifier la fatigue et les ronflements. Vous avez également la possibilité de bénéficier d'un dépistage par le Centre de prévention Bien Vieillir qui va vous prêter un petit appareil qui vous permettra d'enregistrer chez vous, pendant une nuit, votre sommeil. Voilà. Avancez-vous un petit peu. À la suite de l'enregistrement nocturne, lorsque le bénéficiaire ramène l'appareil, un rapport est édité avec le nombre d'apnées pendant la période d'enregistrement, le nombre d'hypopnées et l'index apnée-hypopnée, l'IAH, qui va être ici. Vous voyez sur cet enregistrement que cette personne présente un index d'apnée d'hypopnée qui est supérieur à 5. Donc une forte suspicion d'apnée du sommeil. Cette personne va ensuite être orientée vers un spécialiste pour affirmer le diagnostic grâce à une polygraphie, une polysomnographie et un test de vigilance.
Vous pouvez également bénéficier d'un diagnostic dans un centre spécialisé du sommeil avec un médecin spécialisé, cardiologue, pneumologue, ORL, qui fera une polygraphie ventilatoire, une polysomnographie et un test de vigilance. Quels vont être les traitements? En fonction de l'importance, de la caractéristique et des facteurs favorisants, des mesures hygiéno-diététiques seront toujours proposées. Perdre du poids, arrêter le tabac qui provoque une inflammation des muqueuses, éviter l'alcool le soir qui va relâcher les muscles de l'oropharynx, ne pas prendre de somnifères ou de tranquillisants qui sont des molécules myorelaxantes avec un effet délétère sur les muscles de l'oropharynx. Éviter de dormir sur le dos. Un appareil pendant le sommeil va être proposé en cas d'apnée avérée. Cet appareil va diffuser une pression positive d'oxygène en continu. C'est le traitement le plus efficace. Même s'il existe quelques réticences au départ, le bien-être apporté par le traitement est tellement évident que les personnes sont vite convaincues. On peut également proposer des orthèses d'avancée mandibulaire sur la mâchoire inférieure qui vont permettre de dégager les muscles de l'oropharynx. Cela nécessite un très bon état bucco-dentaire et l'efficacité, il faut savoir qu'elle sera quand même moindre que l'appareil à pression positive. On peut parfois également proposer un traitement chirurgical, mais c'est beaucoup plus rare. Au final, il s'agira donc d'un syndrome fréquent, aux multiples conséquences, facilement mis en évidence, et donc plusieurs traitements non médicamenteux sont possibles. Je ne saurais que vous conseiller de vous rapprocher du centre de prévention le plus proche de votre domicile en cas de doute. L'idée étant de vous donner quelques conseils pour une meilleure gestion de votre sommeil. Un enjeu important est de respecter son rythme biologique. Et pour améliorer la qualité de mon sommeil, je peux agir sur mon activité en journée. Quelques précisions avant de commencer, le sommeil parfait n'existe pas. Je déculpabilise, l'essentiel est de se sentir bien. Et ces conseils, je les adapte selon mes besoins, selon mes envies et mes possibilités. À moi de piocher ce qui peut m'intéresser. Le matin, je me lève à des heures régulières. L'idée étant de permettre à votre cerveau d'enregistrer votre rythme. Et pour le cerveau, le temps au lit doit être égal au temps endormi. J'évite donc de rester au lit lorsque je me réveille. Je commence ma journée par des étirements doux et après un petit déjeuner équilibré, je fais de l'activité physique, de préférence en extérieur. Pour quelle raison? L'idée est vraiment de privilégier les expositions à la lumière extérieure. Je m'aide ainsi de la lumière qui va envoyer à mon cerveau un signal d'éveil. Je veille ensuite à prendre un déjeuner équilibré et pour éviter les fringales dans l'après-midi, je n'oublie pas les féculents. L'après-midi, si j'ai un coup de mou après le déjeuner, je n'hésite pas à faire une courte sieste, avant 16 heures et pas trop longue. Pourquoi? Pour ne pas imputer du sommeil sur ma nuit à venir. Si la sieste est trop longue, vous aurez glissé dans un sommeil profond. Émerger vous sera inconfortable, plus coûteux. L'idée est donc de privilégier les siestes avant 16 heures et d'une vingtaine de minutes. Je peux aller me promener, mais j'évite l'activité physique intense après 19 heures. Exception faite pour les câlins qui sont puissamment relaxants. En fin de journée, je baisse progressivement le rythme pour un retour au calme. Je peux créer un petit sas de détente, instaurer un rituel, une transition douce pour me déconnecter de ma journée et me préparer mentalement à la nuit. Je laisse les pensées envahissantes et les préoccupations de la journée, pourquoi pas sur le papier, je les retrouverai demain. Je m'autorise un moment juste pour moi, où je prends le temps de prendre une pause pour respirer, m'étirer, me relaxer, méditer, écouter de la musique. J'évite en tout cas les activités anxiogènes, les sujets familiaux conflictuels, la gestion administrative, les chaînes d'information en boucle. Le soir, je prends un dîner léger, au moins 2 heures avant de me coucher, et je limite les lumières bleues des écrans, qui imitent la lumière du jour, et envoient donc un mauvais signal au cerveau. Je suis attentive à ma porte du sommeil, au signaux d'endormissement. L'idée étant de me coucher au bon moment. Je bâille, j'ai un peu froid, j'ai la nuque lourde, et la chambre doit être associée au sommeil. Je vais au lit, idéalement, seulement pour dormir ou pour les câlins. Quelle est la chambre idéale, propice au sommeil? Je l'aménage comme un espace de détente, dans lequel je me sens assez bien pour lâcher prise. Je privilégie une bonne literie et un bon oreiller. C'est un bon investissement.
Je règle la température autour de 18 degrés et je limite autant que possible les causes de réveil dans ma chambre. Bruit, lumière par exemple. L'idée, c'est de profiter de la journée pour préparer une bonne nuit. Savourer les petits plaisirs simples. Pourquoi pas les compiler en fin de journée dans un petit carnet pour en garder le souvenir. Je veille chaque jour à m'octroyer plusieurs pauses pour m'apaiser, respirer, me ressourcer. Je maintiens une activité physique quotidienne, en extérieur. La marche est idéale pour cela. Et je prends des repas équilibrés à des heures régulières. Je prends conscience de ce qui est pour moi bénéfique et j'évite les sources de stress extérieures. On a vu ensemble ce que vous pouviez mettre en œuvre la journée pour favoriser votre sommeil. La nuit, quelques pistes pour mieux gérer les éveils nocturnes notamment. Les courts éveils entre deux phases de sommeil sont normaux et habituellement sans conséquences. Les insomnies sont fréquentes et souvent passagères, donc autant que possible, j'essaie de relativiser. Que faire si je ne retrouve pas le sommeil en 20 minutes? Je quitte ma chambre, je m'assois dans la pénombre à température ambiante, je n'utilise pas d'écran, je privilégie une activité calme, répétitive, peu stimulante. Rester sur le quai en avançant en âge ne fait pas venir le sommeil plus vite. Une fois levé, je peux manger un aliment riche en tryptophane, lait chaud, féculent, ou boire une tisane apaisante, valériane, passiflore. J'essaie de m'apaiser. Si besoin, je note les pensées envahissantes pour m'en dégager. Et j'évite de m'endormir hors de mon lit. Mon confort pourra peut-être me réveiller à nouveau. Je retourne me coucher dès l'apparition des signes précurseurs du sommeil afin de ne pas rater un nouveau cycle de sommeil. Les éveils précoces peuvent aussi générer une plainte. Si je me réveille tôt tous les matins, il s'agit peut-être d'une avance de phase. Mais si je me sens en forme, que je ne suis pas fatiguée, je peux considérer qu'il s'agit d'un temps gagné sur ma journée et donc en profiter. En revanche, si je suis fatiguée et que je souhaite me rendormir, je peux appliquer quelques conseils simples. Sur l'instant, j'applique les mêmes conseils que pour gérer les éveils nocturnes. Me relever, m'occuper d'une activité calme et me rendormir quand les signes précurseurs du sommeil se font sentir. Mais je peux aussi comparer les heures dormies à mon besoin réel en sommeil. Si je suis en forme la journée, peut-être est-ce suffisant. Et cela va m'aider à relativiser. Au quotidien, j'essaie de retarder progressivement mon heure de coucher, l'idée étant de décaler mon sommeil sur des heures qui me conviennent davantage. Je ne dormirai pas plus, mais si je me couche plus tard, je me lèverai peut-être plus tard aussi. Je m'expose à la lumière naturelle le matin, qui est un synchronisateur. Je fais régulièrement du sport, en évitant les fins d'après-midi et soirées. Si mes troubles du sommeil persistent, je consulte mon médecin traitant pour éliminer un trouble médical. Je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation dédiée à votre sommeil. On a trop souvent à en parler entre deux portes en partant. Je complète un agenda du sommeil. Je m'aide de thérapies non médicamenteuses. Je peux aussi solliciter un soutien psychologique en cas de préoccupation envahissante de mal-être. Les médicaments ne sont pas une solution à long terme et ne doivent pas être envisagés en première. Parmi les prises en charge non médicamenteuses, les techniques relaxantes sont une possibilité. Elles favorisent l'endormissement, le réendormissement. C'est un remède naturel sans les effets délétères des psychotropes, notamment des somnifères. C'est un outil qui va favoriser le lâcher-prise. Une pratique régulière me permettra de devenir autonome. La guidance, c'est un tremplin vers une pratique plus créative. Mais en attendant, il existe des applications, des CD de relaxation ou de sophrologie. Je vous propose de vous y essayer quelques minutes. Donc je vous propose une séance de relaxation, de vivre un petit moment de détente. Je vais vous proposer d'abord d'être attentif à votre respiration. En relaxation, on ne fait que des propositions, il ne s'agit pas de consignes. Donc si l'une ou l'autre de mes propositions ne vous convient pas, vous ne l'appliquez pas. Et après, j'énumérerai les parties de votre corps, de la tête aux pieds, pour permettre à la détente de s'installer au fur et à mesure de la séance.
C'est bon pour vous? D'accord. Mais pour le moment, je vous invite à prendre un moment pour ajuster votre posture, votre position, afin qu'elle soit la plus confortable possible. Procédez à quelques ajustements, comme un sas. Vos pieds sont bien à plat, ancrés sur le sol ou posés sur le matelas. Et pour commencer, vous sentez les points de contact. Les points de contact de votre corps avec le matelas, avec le sol, avec la chaise. Et pour mieux sentir, ressentir les sensations, vous pouvez fermer vos yeux. Pour commencer, vous sentez le contact de vos vêtements, le contact de vos vêtements sur votre peau, puis le contact plus subtil de l'air sur votre peau, sur vos mains, sur votre visage, l'air que vous respirez. Et vous respirez tranquillement, une respiration naturelle, calme et tranquille. Vous pouvez sentir les mouvements de votre respiration au niveau de vos épaules. Sentir vos épaules qui se soulèvent à l'inspire et se déposent à l'expire. Sentir les mouvements de votre respiration au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre poitrine qui se soulève à l'inspire, se redépose à l'expire. Peut-être percevez-vous aussi les mouvements de votre cœur, les battements de votre cœur. Et peu à peu, tranquillement, votre respiration va se nicher au creux de votre ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Vous vous laissez doucement bercer par le rythme tranquille de votre respiration. Votre respiration qui s'est fait plus profonde. Une respiration apaisante. Et tandis que vous respirez, vous pouvez porter votre attention sur la présence et la forme de votre tête. Sentir votre tête et sentir la détente qui s'y installe, qui glisse le long de votre crâne, dans votre cuir chevelu. La détente qui glisse sur votre visage, votre front se défroisse, vos sourcils se décrispent, votre mâchoire aussi. Tout votre visage détendu, apaisé. Et la détente glisse, se propage aussi le long de votre nuque, dans votre cou,
jusque dans vos épaules. La détente qui s'installe peu à peu dans vos bras jusqu'à vos mains. Peut-être sentez-vous vos bras, vos mains comme plus lourds. Vos bras détendus, relâchés. Vous pouvez maintenant porter votre attention sur votre dos, dans toute sa hauteur, dans toute sa largeur, et sentir là aussi la détente s'installer, glisser le long de votre colonne vertébrale. Vous pouvez sentir les petits muscles qui se décrispent, qui se détendent, qui se relâchent. Tout votre dos relâché, détendu. Et votre dos détendu, relâché, vous pouvez porter votre attention sur votre buste, sentir là encore une vague de détente qui s'installe. D'abord dans votre poitrine, puis dans votre ventre, votre ventre qui toujours se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire, dans un rythme calme et tranquille. Tout le haut de votre corps est détendu. L'apaisement peu à peu va s'installer aussi au niveau de votre bassin. Glissez le long de vos jambes, jusque dans vos cuisses, puis au niveau de vos mollets, jusque dans vos pieds, bien à plat, posés, ancrés sur le sol. Tout votre corps détendu. Et vous prenez un instant pour apprécier, pour accueillir votre corps détendu, votre esprit dégagé des tensions inutiles. Un instant pour savourer ce moment de pause, ce moment de détente. Puis vous allez prendre quelques instants pour vous préparer à reprendre le fil de votre journée. Quelques instants pour retrouver l'énergie. Vos inspirations peuvent se faire plus profondes. Des inspirations dynamisantes, dynamiques.
Vous pouvez aussi mettre un petit peu de mouvement au niveau des extrémités de votre corps. Bougez doucement vos pieds, vos mains. Vous pouvez, et vous avez le droit, c'est conseillé, vous étirer aussi. Étirez vos bras. Vous pouvez bâiller. Le masque vous l'y autorise d'autant plus. Étirez vos jambes. Peut-être aussi doucement, vous frictionnez. Retrouver, remettre de l'énergie. Ressourcer, galvaniser par cet instant de pause, de détente. Et puis, quand vous le sentirez, quand ce sera le moment pour vous, ouvrir vos yeux. Et reprendre cette journée. Merci de votre attention. Merci.